Pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé dans un atelier hautement spécialisé. J'y ai appris une vérité dérangeante que les constructeurs cachent derrière des manuels d'utilisation simplistes. Votre voiture est conçue pour être politiquement correcte et non pour être efficace. Les marques programment les ordinateurs pour que le véhicule se comporte de manière anesthésiée, en privilégiant une douceur excessive qui finit par endormir la mécanique. J'ai vu des centaines de clients dépenser des milliers de dollars en pièces neuves alors que leur voiture n'avait besoin que d'une libération électronique. Ce que vous allez lire ci-dessous n'est pas de simples conseils d'entretien, ce sont les secrets de l'ingénierie grise. Des astuces que les concessionnaires qualifient d'illégales car elles éliminent le besoin de leur service technique. Nous allons pénétrer dans les entrailles numériques de votre véhicule pour réveiller le moteur que vous avez réellement acheté, mais que le constructeur a décidé de limiter. La réinitialisation de la transmission adaptative. La plupart des conducteurs de véhicules automatiques modernes remarquent qu'au fil des mois, la voiture commence à sembler lourde. Les changements de vitesse deviennent lents et la réponse à l'accélérateur est paresseuse. Il ne s'agit pas d'une défaillance mécanique, mais d'un excès d'intelligence artificielle. L'unité de contrôle de la transmission, ou TCU, dispose d'une mémoire adaptative qui apprend vos habitudes. Si vous conduisez longtemps dans des embouteillages ou de manière très prudente, la boîte apprend à être lente pour économiser du carburant et être douce. En gros, vous avez appris à votre transmission à être ennuyeuse. Pour inverser cette tendance, il suffit de purger la mémoire adaptative sans outil. Dans la plupart des voitures à accélérateur électronique, le processus est presque cinématographique. Vous mettez le contact sans démarrer le moteur, vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur pendant exactement 30 secondes, puis vous coupez le contact sans relâcher la pédale et enfin vous attendez 2 minutes en silence total à l'extérieur du véhicule. Pendant ces 120 secondes, les solénoïdes de la boîte de vitesse se recalibrent à leur valeur d'usine. Au démarrage, vous remarquerez que la transmission redevient agressive, rapide et décisive. C'est comme si vous aviez retiré un sac à dos de 100 kg de la voiture. La réponse est immédiate car vous avez effacé des mois de habitudes de paresse numérique. L'unité de contrôle de la transmission, connue sous le nom de TCU, est un cerveau électronique qui non seulement exécute les changements de vitesse, mais agit également comme un psychologue de votre conduite. Grâce à un processus appelé logique floue, l'ordinateur analyse la vitesse à laquelle vous appuyez sur la pédale, la force G latérale dans les virages et la fréquence des freinages. Si vous avez passé des mois à conduire dans un environnement urbain encombré, le TCU réduit la pression des solénoïdes hydrauliques afin que les changements soient presque imperceptibles, ce qui entraîne un retard ou un lag important lorsque vous avez besoin d'une puissance immédiate. L'astuce des 30 secondes pour réinitialiser cette mémoire volatile consiste essentiellement à purger les fichiers d'adaptation. Calibrage du capteur TPS avec un multimètre. Le capteur de position du papillon, ou TPS, est chargé de traduire le mouvement de votre pied en un signal électrique pour l'ordinateur. Avec le temps, en raison de la chaleur du moteur, ce capteur subit une dégradation de sa résistance interne. Les constructeurs affirment qu'il s'agit d'une pièce scellée qui doit être remplacée, mais nous, les préparateurs, savons qu'un réglage d'à peine 1 mm peut tout changer. Si vous ressentez un retard ou un lag lorsque vous appuyez sur la pédale, il est très probable que votre TPS envoie un signal de tension hors plage. Pour cette astuce de précision, vous avez besoin d'un multimètre numérique. Vous devez mesurer la tension dans le câble de signal avec le contact enclenché. La plupart des moteurs nécessitent exactement 0,5 volts avec le papillon fermé. Si votre multimètre indique 0,4, la voiture manquera de puissance au démarrage. S'il indique 0,6, le ralenti sera instable. En desserrant les vis de fixation du capteur et en le tournant légèrement jusqu'à atteindre 0,5 volts, vous éliminez l'erreur de lecture de l'ordinateur. Le résultat est une connexion physique et électrique parfaite. Dès que vous effleurez la pédale, le moteur réagit avec une précision qu'aucune pièce neuve vendue chez un concessionnaire ne pourrait vous offrir sans ce réglage fin. Le capteur de position du papillon des gaz est un potentiomètre de précision qui doit informer le CU de l'angle exact du papillon avec une marge d'erreur quasi nulle. Cependant, l'accumulation de chaleur extrême dans le compartiment moteur provoque une variation de la résistance interne du capteur, déplaçant le signal de tension de référence. Si le capteur envoie, par exemple, 0,3 volts au lieu des 0,5 requis au ralenti,
l'ordinateur interprète que la pédale n'a pas encore été touchée, générant ce vide initial gênant lors de la tentative de démarrage. Effectuer le réglage manuel à l'aide d'un multimètre est une tâche de micro-ingénierie. En desserrant les vis de fixation et en tournant le corps du capteur d'une fraction de millimètre, nous recalibrons physiquement la piste de carbone interne. Annulation de la mémoire de ralenti via les bornes. Il est très fréquent qu'après avoir nettoyé le corps de l'accélérateur pour améliorer les performances, le régime moteur de la voiture oscille ou soit trop élevé. Cela se produit parce que l'ordinateur dispose d'une mémoire RAM où il enregistre les réglages qu'il effectuait lorsque le système était encrassé. Le concessionnaire vous facturera une fortune pour un réapprentissage du ralenti, mais vous pouvez le forcer vous-même en déchargeant complètement les condensateurs. Débranchez les deux bornes de la batterie et, à l'aide d'un câble de pontage, reliez les câbles de la voiture, jamais les bornes de la batterie, pendant 15 minutes. Cette procédure draine toute l'énergie résiduelle de l'unité de contrôle du moteur, effaçant ainsi les données d'apprentissage volatiles. Le hack de tension de l'alternateur. Cette astuce est l'une des plus avancées et nécessite de comprendre qu'une voiture ne fonctionne pas avec 12 volts, mais idéalement avec 14,4. Les constructeurs limitent la tension afin de prolonger légèrement la durée de vie des ampoules halogènes, mais au détriment d'une étincelle de bougie plus faible. Une étincelle faible signifie une combustion incomplète et moins de puissance. Les experts en électricité automobile insèrent une diode à faible chute dans le câble de détection ou sens de l'alternateur. Ce faisant, vous trompez le régulateur de l'alternateur en lui faisant croire que la tension de la batterie est inférieure de 0,5 volts à la tension réelle. L'alternateur compense en augmentant la sortie à 14,2 ou 14,4 volts constants. Cette augmentation d'énergie électrique permet aux bobines d'allumage de saturer plus rapidement et de générer une étincelle beaucoup plus puissante. Le moteur semble plus souple, les phares sont plus lumineux et le rendement thermique s'améliore, car vous brûlez le carburant de manière plus violente et plus complète. Il s'agit d'une amélioration invisible des performances qui exploitent la réserve d'énergie dont l'alternateur dispose en permanence, mais que l'électronique de série décide de ne pas utiliser. La plupart des systèmes électriques automobiles modernes sont conçus pour fonctionner dans un état de survie de l'efficacité, où l'alternateur ne fournit que 13 volts et demi afin de réduire l'effort mécanique sur le moteur. Cependant, un moteur à combustion interne est, par essence, une machine qui dépend de la vitesse de propagation d'une flamme. En appliquant l'astuce de la diode sur le câble de référence, nous forçons le régulateur à augmenter la tension de sortie à 14,4 volts. Cette différence de près d'1 volt semble insignifiante, mais dans le monde de la physique de l'allumage, c'est un bond en avant considérable. Les bobines d'allumage, lorsqu'elles reçoivent une tension plus élevée, peuvent saturer plus rapidement et générer un arc électrique beaucoup plus chaud et stable au niveau de l'électrode de la bougie. Activation du menu d'ingénierie caché. Le tableau de bord de votre voiture est une interface utilisateur simplifiée pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter. Par exemple, l'aiguille de la température est programmée pour rester immobile au milieu, même si le moteur est à 80 ou 100 degrés. Pour le constructeur, si elle ne bouge pas, le client n'appelle pas. Mais pour un passionné, ce manque de précision est dangereux. Presque toutes les voitures modernes disposent d'un menu d'ingénierie caché accessible via des combinaisons de boutons sur le volant ou la radio. Lorsque vous activez ce mode, l'écran numérique affiche la température exacte du liquide de refroidissement en degrés Celsius, la pression réelle de la pompe à huile et la tension du système en temps réel. Dans l'atelier, nous utilisons ces menus pour détecter les thermostats qui commencent à défaillir bien avant que l'aiguille conventionnelle ne donne l'alerte. L'accès à ces données vous permet d'anticiper les pannes catastrophiques et de connaître l'état de santé réel de votre mécanique, brisant ainsi la barrière des « informations mâchées » que les marques nous imposent. Le tableau de bord conventionnel est, pour les ingénieurs, une interface de consolation. Les aiguilles sont programmées avec des algorithmes de lissage afin que le conducteur ne s'alarme pas des fluctuations naturelles de la thermodynamique. Par exemple, alors que votre aiguille de température indique 90 degrés fixes, le moteur pourrait osciller dangereusement entre 95 et 105 degrés. En activant le menu d'ingénierie caché, vous débloquez l'accès direct au bus de données du véhicule. Cela vous permet de surveiller le flux de données brutes, telles que la température de l'huile en temps réel,
qui met beaucoup plus de temps à chauffer que le liquide de refroidissement ou la pression de suralimentation du turbo en millibars. Déverrouillage du verrouillage centralisé programmable. Saviez-vous que votre voiture a probablement déjà la capacité de verrouiller automatiquement les portes lorsque vous dépassez les 20 km/h ou de déverrouiller uniquement la porte du conducteur pour des raisons de sécurité, mais que ces fonctions sont désactivées en usine? Les concessionnaires facturent généralement la programmation de ces fonctionnalités comme s'il s'agissait d'un supplément de luxe, alors qu'il s'agit en réalité de lignes de code déjà présentes dans le module de carrosserie. Dans la plupart des véhicules, il existe une séquence avec le bouton de verrouillage centralisé et la clé. Par exemple, maintenir le bouton de verrouillage enfoncé pendant 5 secondes avec le contact mis activera le verrouillage automatique par vitesse. Ces astuces de configuration sont documentées dans les manuels techniques d'atelier, mais omises dans le manuel du propriétaire. Le déblocage de ces fonctions améliore votre sécurité quotidienne et le confort du véhicule sans avoir à passer par la caisse ni à installer des modules externes qui pourraient compromettre l'installation électrique d'origine. C'est l'un des secrets les mieux gardés par les services après-vente, qui facturent souvent l'activation de packs de confort, déjà physiquement installés dans la voiture. Le module de contrôle de la carrosserie, ou BCM, est un ordinateur polyvalent qui gère tout, des phares à la fermeture des portes. Grâce à des séquences spécifiques de pression sur la télécommande et de tours de clé, vous pouvez programmer des fonctions telles que le verrouillage automatique des serrures lorsque vous atteignez 20 km/h ou l'ouverture sélective, qui ne déverrouille que la porte du conducteur pour empêcher des inconnus de monter dans la voiture à un feu rouge. La logique qui sous-tend la dissimulation de ces fonctions est purement commerciale, mais du point de vue de l'ingénierie utilisateur, elles sont essentielles. L'astuce du capteur de température d'admission. L'ordinateur de la voiture calcule la quantité de carburant à injecter en se basant, entre autres facteurs, sur la température de l'air qui entre dans le moteur. L'air froid est plus dense et permet d'obtenir plus de puissance. L'astuce de la résistance de puissance consiste à tromper l'ECU grâce à une petite modification du capteur de température d'air d'admission, connu sous le nom d'IAT. En plaçant une résistance spécifique en série avec le capteur, l'ordinateur croit que l'air extérieur est environ 10 à 15 degrés plus froid qu'il ne l'est en réalité. En réponse, l'unité de contrôle enrichit légèrement le mélange et avance le moment d'allumage. Cela se traduit par un gain immédiat de couple moteur, en particulier lors des accélérations à bas régime. Il s'agit d'une astuce classique des passionnés des années 90 qui fonctionne toujours sur de nombreux moteurs actuels, permettant au moteur de respirer et de s'alimenter comme s'il était toujours par un froid matin d'hiver, même en plein été. La densité de l'air est le facteur limitant la production de couple moteur. L'unité de contrôle du moteur, ou ECU, ajuste le temps d'injection en fonction de la température de l'air entrant. L'air froid est dense et nécessite plus de carburant pour maintenir le rapport stoichiométrique idéal. L'astuce consistant à insérer une résistance dans le capteur IAT est une manipulation physique du tableau de cartographie. En décalant le signal de résistance, nous indiquons à l'ordinateur que l'air est environ 10 degrés plus froid qu'il ne l'est en réalité. En conséquence, l'ECU enrichit le mélange et, plus important encore, avance le temps d'allumage de plusieurs degrés. Synchronisation manuelle des clés avec transpondeur. La perte d'une clé ou la désactivation de la télécommande est l'une des situations les plus lucratives pour les agences, qui peuvent facturer des centaines de dollars pour un processus de synchronisation qui prend souvent 10 secondes. Cependant, si vous disposez déjà d'une clé qui fonctionne, la plupart des systèmes permettent de programmer une deuxième ou une troisième clé à l'aide d'une séquence manuelle. Le processus consiste généralement à insérer la clé d'origine dans le contact, à tourner 5 fois sur rond, puis à insérer la nouvelle clé et à appuyer sur le bouton de verrouillage. Ce protocole d'auto-apprentissage est conçu pour les situations où le client perd sa clé loin d'une agence. Connaître la séquence spécifique à votre modèle vous évite le coût d'une programmation professionnelle et vous donne l'indépendance nécessaire pour maintenir vos systèmes d'accès toujours opérationnels sans dépendre de l'agenda d'un atelier officiel. Le système d'immobilisation est l'une des principales sources de revenus des concessionnaires qui misent sur la peur des utilisateurs de se retrouver bloqués. Cependant, la plupart des protocoles de sécurité automobile comprennent un mode d'apprentissage manuel conçu pour les situations d'urgence dans les zones reculées. Ce processus utilise la logique du transpondeur maître pour autoriser de nouvelles signatures numériques.
En effectuant la séquence de mise en marche et d'arrêt à des intervalles de 10 secondes avec une clé déjà programmée, vous ouvrez une fenêtre de programmation dans la mémoire EEPROM de l'immobilisateur. Si vous insérez une clé vierge à ce moment-là, le système clone instantanément l'identité numérique de la puce. Réglage du frein à main à partir du tambour. L'erreur la plus courante consiste à régler le frein à main en serrant l'écrou situé sous le levier central. Cela ne fait qu'étirer les câbles et rend la pédale de frein principale spongieuse. Le réglage réel et professionnel s'effectue directement sur les roues arrière en manipulant le mécanisme en étoile qui élargit les patins. En soulevant la voiture et en réglant manuellement cette étoile jusqu'à ce que les mâchoires effleurent à peine le tambour, vous obtenez deux résultats. Un frein à main qui se bloque en seulement 3 clics et, plus important encore, une pédale de frein qui réagit beaucoup plus haut et avec plus de fermeté. En éliminant le « jeu mort » à l'arrière, vous améliorez la répartition du freinage et la sécurité globale du véhicule. Il s'agit d'un réglage mécanique de précision qui transforme la sensation de contrôle de la voiture et qui est rarement effectué correctement lors des entretiens rapides. La plupart des conducteurs pensent que le frein à main est un système indépendant, mais en réalité, il est au cœur de l'équilibre du freinage arrière. Le réglage du câble à partir du levier central n'est qu'un palliatif qui ne fait qu'étirer l'acier et laisse les patins de frein trop éloignés du tambour ou du disque. Le réglage professionnel s'effectue à l'aide du mécanisme à cliquet ou à étoile caché dans l'essieu. En écartant manuellement les plaquettes jusqu'à ce que le frottement avec la surface de friction soit minimal mais présent, nous réduisons la course hydraulique nécessaire pour que les pistons agissent. Cela a un effet secondaire étonnant, la pédale de frein semble beaucoup plus ferme et le freinage avant devient plus efficace, car le système arrière commence à mordre quelques millisecondes plus tôt, empêchant ainsi le nez de la voiture de s'enfoncer excessivement, effet de plongée. Il s'agit d'un réglage de la géométrie de freinage qui améliore la stabilité lors des freinages d'urgence et garantit que le frein à main bloque le véhicule avec un effort minimal, en maintenant la tension correcte dans les câbles et en évitant l'usure prématurée des composants d'actionnement. La décarbonisation thermique par injection d'eau. C'est peut-être le secret le mieux gardé par les rectificateurs de moteurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs aéronautiques ont découvert que l'injection d'un fin brouillard d'eau dans les moteurs des chasseurs non seulement refroidissait la combustion, permettant ainsi d'obtenir plus de puissance, mais laissait également les cylindres impeccables. Aujourd'hui, les moteurs accumulent une croûte de carbone sur la tête des pistons et dans les chambres de combustion en raison de la mauvaise qualité du carburant et de la conduite en ville. Ce carbone génère des points chauds qui provoquent une détonation, un phénomène qui détruit les segments et les bielles. L'astuce, qui doit être exécutée avec une précision millimétrique, consiste à introduire de l'eau distillée par une prise d'aspiration du collecteur d'admission, alors que le moteur est à sa température de fonctionnement et maintenu à environ 2500 tours par minute. Au contact de la chaleur torride de la chambre de combustion, l'eau se transforme instantanément en vapeur surchauffée. Cette expansion massive et le choc thermique détachent le carbone durci comme s'il s'agissait de papier, l'expulsant par l'échappement sous forme de suie fine. Il s'agit d'un lavage à pression interne qui redonne au moteur sa compression d'origine. Les constructeurs interdisent cette astuce car, si elle est mal exécutée, en introduisant trop d'eau d'un coup, elle provoque un choc hydraulique qui plie les bielles. Mais lorsqu'elle est correctement effectuée, c'est le moyen le moins cher et le plus efficace de rajeunir un bloc moteur. Cette procédure est une leçon magistrale de thermodynamique appliquée au nettoyage interne. Le carbone qui s'accumule sur les soupapes et la couronne du piston n'est rien d'autre que des hydrocarbures mal brûlés qui se sont solidifiés. Les solvants chimiques ne sont souvent pas assez puissants pour dissoudre ces croûtes durcies, mais l'eau a une propriété unique, l'expansion volumétrique massive. Le trompeur du capteur d'oxygène avec entretoise. Nous arrivons à un domaine que les autorités environnementales détestent. Lorsqu'un convertisseur catalytique arrive en fin de vie, l'ordinateur de la voiture détecte que les gaz d'échappement ne sont plus correctement nettoyés et allume le voyant de panne, mettant le moteur en mode protection. Ce qui réduit la puissance et augmente la consommation. Le remplacement d'un catalyseur d'origine peut coûter plus de 1 500 $, une dépense qui n'a souvent aucun sens pour un véhicule ayant 10 ans d'utilisation. L'astuce d'ingénierie grise consiste à installer un espaceur de capteur d'oxygène, également appelé mini-catalyseur. Il s'agit d'une pièce en bronze ou en acier qui se visse entre l'échappement et le deuxième capteur d'oxygène.
Cet espaceur éloigne la pointe du capteur du flux direct des gaz, rendant la lecture beaucoup plus stable et propre. En recevant ce signal filtré, l'ordinateur pense que le catalyseur fonctionne toujours parfaitement et permet au moteur de fonctionner à pleine puissance. Il s'agit d'une astuce physique qui supprime le mode d'urgence et vous permet de continuer à rouler avec des performances optimales sans avoir à hypothéquer votre maison pour une pièce d'émission. Lorsqu'un catalyseur commence à se dégrader, l'ordinateur entre dans une boucle de correction du mélange qui se traduit souvent par un moteur qui semble étouffé. Le capteur d'oxygène secondaire est un gardien qui, lorsqu'il détecte une lecture erratique, ordonne à l'ECU de retarder le temps d'allumage pour tenter de protéger l'environnement, même si cela signifie détruire l'efficacité du moteur. L'entretoise physique agit comme un filtre passe-bas mécanique. En éloignant le capteur du flux principal de gaz chaud, nous réduisons la fréquence du signal qui parvient à l'ordinateur. L'ECU interprète ce signal stable comme un catalyseur fonctionnant dans des conditions optimales, ce qui lui permet de sortir du mode sécurité et de revenir à l'utilisation des cartes d'injection à haut rendement. L'astuce de l'huile de transmission dans le diesel. Les moteurs diesel modernes sont extrêmement sensibles au manque de lubrification du carburant. Le diesel actuel, connu pour sa très faible teneur en soufre, est beaucoup plus sec qu'il y a 20 ans. Cela provoque une usure par frottement des pompes haute pression et des injecteurs qui génèrent des microparticules métalliques qui finissent par détruire tout le système d'alimentation. Les camionneurs chevronnés qui parviennent à faire parcourir plus d'1 million de kilomètres à leur moteur ont recours à une astuce illégale au regard des réglementations sur les filtres à particules. Ils ajoutent une petite dose d'huile pour transmission automatique, ATF, ou d'huile pour moteur à 2 temps dans le réservoir de carburant. La proportion est généralement de 250 ml pour 60 litres de diesel. Ces huiles sont conçues pour brûler sans laisser de résidus carbonés et possèdent une capacité de lubrification supérieure. Lorsqu'elles sont mélangées au diesel, elles recouvrent les parties mobiles de la pompe d'injection d'un film protecteur, réduisant ainsi le bruit métallique et prolongeant considérablement la durée de vie des injecteurs. C'est une assurance vie pour votre moteur diesel dans un monde où les carburants sont secs et pauvres. Dans l'ingénierie des moteurs diesel, la lubrification de la pompe haute pression dépend entièrement du carburant. Le diesel moderne, étant désulfuré, perd une grande partie de sa viscosité lubrifiante, ce qui entraîne une usure par érosion des injecteurs piézoélectriques. L'huile pour transmission automatique, ou ATF, est un fluide hydraulique présentant une très haute résistance au cisaillement et des propriétés détergentes extrêmes. En ajoutant une petite proportion à l'essence, nous augmentons la lubrification du diesel au-delà des normes minimales d'usine. Cette huile recouvre les parois de la pompe et les sièges des injecteurs, réduisant ainsi la friction métallique et la chaleur générée par les pressions d'injection qui dépassent les 2000 bars. Restauration des phares par polymérisation à la vapeur. Si vous avez essayé de polir vos phares avec des crèmes ou des papiers abrasifs conventionnels, vous aurez remarqué qu'ils redeviennent jaunes au bout de 3 mois. Cela s'explique par le fait que le polycarbonate du phare reste exposé sans protection contre les rayons ultraviolets. La méthode définitive, considérée comme illégale dans certains manuels de sécurité en raison de la toxicité de ses composants, est le système de vapeur de polymères chimiques. Après un ponçage en profondeur qui élimine toute l'oxydation superficielle, on utilise une tasse thermique qui vaporise un polymère liquide spécial, à base d'acétone et d'autres composés d'étanchéité. Lorsque la vapeur passe sur le phare, le plastique fond à un niveau microscopique et se scelle instantanément avec une couche transparente et ultra dure. Contrairement au vernis en spray, ce polymère s'intègre dans la structure du phare, lui redonnant une clarté totale et une protection qui dure des années. C'est le seul moyen de rétablir la sécurité lumineuse d'une vieille voiture sans acheter de nouveaux phares qui coûtent une fortune. Le problème des méthodes de polissage conventionnelles est qu'elles rendent le polycarbonate poreux et vulnérable. Cette astuce, illégale en raison de son utilisation de produits chimiques industriels, utilise de la vapeur d'acétone de haute pureté mélangée à des polymères liquides. En chauffant le mélange à exactement 56 degrés Celsius, la vapeur obtenue a la capacité de faire fondre la couche superficielle du phare à un niveau microscopique, éliminant ainsi les microfissures où s'installe l'oxydation. Contrairement au vernis, qui est une couche externe, la polymérisation crée une nouvelle surface durcie qui fusionne avec la structure originale du plastique. Blindage thermique de l'admission avec de l'aluminium. La densité de l'air est le facteur clé de la puissance.
L'air chaud est moins dense, ce qui signifie moins d'oxygène pour la combustion. Cependant, les compartiments moteurs actuels sont des fours qui chauffent les tuyaux d'admission en plastique, élevant la température de l'air entrant dans le moteur à des niveaux inefficaces. L'astuce consiste à appliquer un blindage thermique à l'aide de rubans adhésifs en aluminium de qualité industrielle ou d'isolant céramique sur toute la tuyauterie allant du filtre à air au corps de papillon. En enveloppant ces composants, vous créez une barrière réfléchissante qui empêche la chaleur du radiateur et du bloc moteur de préchauffer l'air d'admission. Lors d'essais avec des capteurs de température en temps réel, ce blindage peut réduire la température de l'air d'admission de 15 à 20 degrés Celsius. Cela se traduit par un gain réel de couple moteur et une meilleure réponse de l'accélérateur, en particulier dans les situations de circulation dense ou les jours de chaleur extrême. Il s'agit d'une technique thermique de base appliquée pour obtenir des performances gratuites. Dans le monde de l'ingénierie haute performance, chaque réduction de 3 degrés Celsius de l'air d'admission se traduit par un gain de puissance nette de 1%. Les admissions en plastique d'origine agissent comme des accumulateurs thermiques qui préchauffent l'air avant qu'il n'atteigne les cylindres. L'astuce du blindage avec du ruban adhésif en aluminium de qualité aéronautique consiste à réfléchir jusqu'à 95% de la chaleur rayonnante du moteur. En enveloppant les conduits, nous permettons à l'air de conserver sa densité moléculaire maximale. Lors d'essais au dynamomètre, cette isolation a démontré qu'elle réduisait la température d'admission de plus de 15 degrés dans des conditions de circulation intense, ce qui équivaut à récupérer entre 5 et 8 chevaux vapeur qui étaient perdus à cause de la chaleur. Lubrification des supports moteurs avec de la silicone industrielle. Lorsque la voiture vibre au ralenti, le diagnostic facile du mécanicien est: vos supports moteurs sont cassés, il faut tous les changer. Mais souvent, le caoutchouc n'est pas cassé, il s'est simplement cristallisé sous l'effet de la chaleur et de l'âge, devenant dur comme de la pierre et transmettant toutes les pulsations du moteur au châssis. L'astuce pour survivre consiste à laver les supports à fond avec un dégraissant, puis à les saturer avec de la silicone industrielle à haute viscosité ou de la graisse silicone diélectrique. La silicone a la propriété de pénétrer dans les pores du caoutchouc usagé, de l'assouplir et de lui redonner son élasticité. Dans le cas de supports déjà fissurés, les mécaniciens disposant de ressources limitées injectent du polyuréthane liquide à haute densité dans les cavités du support d'origine. Une fois sec, ce matériau crée un support renforcé qui est plus durable que l'original et qui élimine immédiatement les vibrations. Vous sauvez ainsi une pièce coûteuse grâce à la chimie appliquée dans votre propre garage. De nombreux diagnostics de moteurs déséquilibrés sont en réalité des supports qui ont perdu leur coefficient d'amortissement. Le caoutchouc naturel, soumis à des cycles de chaleur de 100 degrés, subit un processus de vulcanisation secondaire qui le rend rigide. L'astuce consistant à utiliser du silicone industriel à haute viscosité, 10 000 centistoks ou plus, permet au composé de pénétrer dans les micro-fissures du support, agissant comme un agent rajeunissant qui redonne sa flexibilité de torsion. Si le support comporte des cavités vides conçues pour le confort. La procédure de tassement des segments tardif. Cette astuce est la plus radicale de la liste et ne doit être utilisée que si votre moteur consomme déjà de l'huile et a une faible compression. De nombreux moteurs deviennent gourmands en huile parce qu'ils ont été conduits trop doucement tout au long de leur vie, ce qui a empêché les segments de piston de se dilater correctement contre le cylindre, créant ainsi une couche de vernis durci appelée vitrification. La procédure consiste à adopter une conduite agressive contrôlée. Lorsque le moteur est à température de fonctionnement, trouvez une route avec des montées et accélérez à fond dans un rapport court, deuxième ou troisième, de 2000 à 5500 tours, puis relâchez complètement la pédale en laissant le moteur freiner la voiture jusqu'à 2000 tours. Répétez ce cycle 10 fois. La pression de l'accélération oblige les segments à mordre la paroi du cylindre et à briser le vitrage, tandis que le vide de la décélération nettoie les résidus. Il est surprenant de voir comment des moteurs qui semblaient condamnés à une reconstruction totale retrouvent leur puissance et cessent de brûler de l'huile après ce traitement de choc. Cette procédure est la dernière étape avant une reconstruction du moteur qui coûte 3 000 $. Le vitrage des cylindres se produit lorsque les segments du piston n'ont jamais atteint la pression d'étanchéité optimale, créant une couche de vernis vitrifié qui laisse passer l'huile. L'astuce consiste à utiliser une huile minérale hautement détergente et à soumettre le moteur à des cycles de charge contrôlés, charge et vide. En accélérant à fond dans une pente,
puis en relâchant la pédale pour laisser la compression freiner le véhicule, vous générez un différentiel de pression massif. L'astuce du WD-40 sur les capteurs ABS. Lorsque le voyant du système ABS s'allume, la plupart des garages veulent remplacer les capteurs des roues, qui sont des pièces coûteuses. Cependant, ces capteurs sont magnétiques et exposés à l'humidité et au limaille métallique des disques de frein, ce qui génère une couche de saleté qui interrompt le signal. L'astuce consiste à démonter le capteur et à nettoyer à la fois la pointe du capteur et la bague dentée de la roue avec du WD-40 ou un nettoyant pour contacts à séchage rapide. Le WD-40 est un excellent agent anti-humidité et aide à dissoudre la graisse accumulée qui retient la poussière métallique. Une fois le capteur propre et le connecteur débarrassé de toute sulfatation réinstallée, le voyant de panne disparaît généralement instantanément. Il s'agit d'une réparation de 5 $ et 20 minutes que les constructeurs préféreraient remplacer par une facture de 300 $. Les capteurs de vitesse des roues sont, en substance, des bobines magnétiques qui lisent une couronne dentée. Le problème est que la poussière métallique des plaquettes de frein est hautement ferromagnétique et reste collée au capteur, créant un bruit électrique qui perturbe l'ordinateur de l'ABS. L'utilisation du WD-40 original, qui est un déplaçant d'humidité et un solvant doux, est idéale, car il n'attaque pas l'isolation du capteur mais dissout la graisse qui retient les limailles. En nettoyant à la fois la pointe du capteur et la bague d'impulsion, vous rétablissez la netteté du signal carré dont l'ordinateur a besoin. Modification du thermostat, basse température. Nous arrivons à la première place. Les constructeurs modernes conçoivent les moteurs pour qu'ils fonctionnent à très haute température, près de 100 degrés Celsius. Car à cette température, les résidus brûlent mieux et les émissions sont légèrement réduites lors des essais en laboratoire. Cependant, fonctionner à une température si proche du point d'ébullition dégrade prématurément tous les plastiques, les tuyaux et les joints du moteur. L'astuce ultime des mécaniciens de haute performance consiste à modifier le thermostat ou à en installer un à ouverture précoce qui s'ouvre à 82 degrés au lieu de 95. En faisant circuler le liquide de refroidissement plus tôt, le bloc moteur reste dans une zone de température beaucoup plus stable, ce qui évite les déformations de la culasse et la cuisson des joints d'huile. Bien que cela puisse augmenter légèrement la consommation de carburant de 1%, le gain en termes de longévité du moteur est inestimable. C'est le moyen de garantir que votre voiture ne subira pas une mort thermique due à une conception pensée uniquement pour passer un test d'émission et non pour durer 30 ans sur la route. L'astuce ultime est une rébellion contre l'obsolescence programmée. Les moteurs modernes fonctionnent à 98 ou 105 degrés pour réduire une fraction minime des émissions, mais cette chaleur extrême cuit les joints de soupape, les joints de culasse et les plastiques du système de refroidissement. L'installation d'un thermostat qui s'ouvre à 82 degrés change radicalement le destin du moteur. En réduisant la température de fonctionnement de 15 degrés, vous doublez la durée de vie de tous les composants en caoutchouc et en plastique du compartiment moteur. De plus, l'huile conserve une viscosité plus stable et ne s'oxyde pas aussi rapidement. Vous êtes arrivé à la fin de la connaissance interdite. Vous disposez désormais des outils intellectuels nécessaires pour défier le système d'entretien conventionnel. Ces 20 astuces ne sont pas de simples conseils, elles constituent une philosophie de résistance mécanique.